Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Le ministre de l'Enseignement primaire a proclamé les résultats de l'évaluation des contractuels de l'enseignement du 15 et 16 juillet dernier. C'était ce matin au cabinet du Premier ministre. Le compte-rendu de Nafissa Hassan et Sadou Doumi. Au ministère de l'Enseignement secondaire, le point inscrit à l'ordre du jour de ce point de presse est de présenter les résultats issus de l'évaluation des enseignants contractuels créés en maintenu sur toute l'étendue du territoire nigérien du 15 au 16 juillet dernier qui a pour objectif d'identifier leurs lacunes en vue de les corriger. Nous avons 56 444 enseignants qui ont composé. 18 937 ont obtenu la moyenne de 10 sur 20 français et maths réunis, soit un taux de 33,6%. Si je fais une petite comparaison, malgré que nous n'avons qu'un tiers des participants, nous pouvons considérer que c'est déjà bien. Des mesures sont en train d'être prises pour un secteur éducatif plus performant selon le ministre de l'Enseignement primaire. Les mesures administratives, il s'agit de faire en sorte que des sanctions soient infligées à ceux qui ne répondent pas aux critères d'un enseignant, étant entendu que nous voulons la qualité dans notre système. Il y a d'abord ceux qui ont fui du système avant même le dépôt des dossiers. Eux, déjà, puisqu'ils sont partis, nous ne les considérons plus comme étant des enseignants de notre système. Il y a ceux qui ont refusé de déposer les dossiers. Nous considérons qu'ils ont délibérément refusé de déposer le dossier parce qu'ils se reprochent quelque chose. Pour nous, jusqu'à preuve du contraire, ils sont détenteurs de faux diplômes. Et qu'à ce titre, nous allons les licencier. Il y a un autre lot d'enseignants qui ont réellement le faux diplôme après authentification. Ceux à qui on a demandé de présenter les relevés de notes, ils ne nous ont pas fourni. Eux aussi, le soupçon posé sur eux, on va les exclure du système. Ils seront licenciés pour faute lourde. Enfin, il y a un troisième cas. Ce sont des enseignants qui ne se sont pas présentés à l'examen. Là, nous allons examiner cas par cas la situation de chacun. Pour les enseignants malades qui ont eu des problèmes de maternité, qui ont été expulsés de force de la salle par leurs collègues, une séance de rattrapage leur sera organisée. Pour les enseignants qui ont délibérément refusé de participer à l'évaluation, ils seront licenciés pour faute lourde, sans préavis. Enfin, dernière mesure, au niveau du gouvernement, la décision est que nous ne devrons pas garder des enseignants qui ont un niveau extrêmement faible. Tous les enseignants de toutes les régions qui ont une note comprise entre 0 et 3 verront leur contrat résilié, sortis du système éducatif, et on va les prendre en charge au niveau du ministère de la formation professionnelle pour les former afin de leur donner une autre fonction. Ceux-ci sortent du système éducatif mais restent à la disposition de l'État afin que l'État leur trouve une autre fonction que celle de l'enseignement ou de l'éducation. Mesures pédagogiques. Nous allons engager une formation initiale et continue en organisant tout notre système. On va leur enseigner le contenu en mathématiques et en français de ce qu'ils doivent enseigner. À l'issue de cette formation, on organisera un test à l'issue duquel tous ceux qui, de par leur niveau, seraient incapables d'obtenir la moyenne, donc inférieure à 10 sur 20, nous allons les renvoyer vers la formation professionnelle afin de trouver autre chose que l'enseignement. L'évaluation des enseignants contractuels créés en main a été boycottée par la synergie Cause Niger Sinaseb, pour qui c'est une façon de discréditer les enseignants contractuels. De mieux préparer avec eux la rentrée scolaire. Et puis, juste après la proclamation de ces résultats, la synergie d'action Cause Niger Sinaseb a réagi pour rejeter ces résultats, mais aussi pour rassurer ses militants. Issaka Oumarou, il est membre du Sinaseb. Aujourd'hui, l'histoire nous a donné raison. Par rapport à ça, nous allons dire, en tant que structure syndicale, nous allons rassurer nos camarades
que nous allons prendre toutes les dispositions nécessaires pour amener le gouvernement à respecter la loi. Parce que nous l'avons dit, cette évaluation ne cadre pas avec la loi, cette évaluation ne respecte pas les textes en vigueur. Nous ne pouvons pas accepter à ce que le ministre en charge de l'éducation et tout le gouvernement bafouent les textes en vigueur dans notre pays. C'est pour cela que nous, au niveau de la synergie cause Niger-SINASEP, nous l'avons dit et nous allons continuer à le dire, nous allons user de tous les moyens légaux pour défendre nos militants face à cette situation dans laquelle le ministère de l'enseignement primaire nous a plongé. Lorsque le gouvernement a voulu faire cette évaluation, nous l'avons dit, on peut évaluer les enseignants, mais en respectant les dispositions du statut général de la fonction publique. Ce qui n'a pas été le cas. Vous avez vu dans quelles conditions l'évaluation s'est déroulée sur toute l'étendue du territoire. Ce sont les mêmes épreuves qui ont été administrées aux enseignants durant 3 jours. Aujourd'hui, où est la crédibilité dans cette situation? Et quand vous vous amusez aujourd'hui à faire un peu le calcul par rapport aux résultats proclamés, et par rapport au nombre d'enseignants évalués, vous allez avoir un écart de plus de 1000 enseignants. Ce qui prouve aujourd'hui qu'il n'y a pas eu de sérieux dans le travail qui a été fait. L'un dans l'autre, nous allons continuer à condamner cette situation et nous allons user de tous les moyens. Il faudrait que les militants du SINASEP, les militants de Cause Niger se mobilisent parce que tout simplement nous allons dans les prochains jours lancer le mot d'ordre à exécuter jusqu'à ce que le ministre Marty et l'ensemble du gouvernement comprennent que effectivement on ne peut pas gérer un système par la force. Aujourd'hui, nous sommes en train de constater que on veut utiliser la force pour gérer le système éducatif au Niger. Ça ne peut pas aller. Nous sommes tous conscients que l'école publique nigérienne a des sérieux problèmes, mais ce n'est pas avec la force. Ce n'est pas en voulant organiser une évaluation qui n'a rien à voir avec les textes en vigueur qu'on va aujourd'hui améliorer la qualité de l'enseignant. Cette situation a créé une autre situation qui va encore perturber davantage l'année scolaire prochaine. Parce que vous avez vu aujourd'hui, l'année scolaire passée s'est déroulée dans des conditions les plus inacceptables. Aujourd'hui, même si l'État s'est entêté à valider l'année scolaire passée, nous savons très bien en tant que structure syndicale, en tant qu'enseignants, en tant que parents d'élèves, nous savons très bien qu'il n'y a pas eu une année scolaire normale. Et la situation actuelle dans laquelle l'État veut nous plonger aujourd'hui va encore empirer la situation de l'année scolaire prochaine. Donc c'est pourquoi nous appelons au bon sens de tout un chacun, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau des parents d'élèves et au niveau des structures syndicales, de reposer le débat parce que nous savons très bien qu'on ne peut pas utiliser la force pour vouloir améliorer la qualité. Aujourd'hui, ils sont confrontés à d'énormes difficultés financières. Aujourd'hui, ils veulent tout simplement réduire l'effectif des enseignants pour pouvoir amener le gouvernement à répondre aux exigences. L'agence de Hajj et de Oumara dénommée Al-Manasik a effectué cet après-midi à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey son premier vol régulier pour l'acheminement des pèlerins au Hajj 2017. Ils sont au nombre de 300 les pèlerins inscrits à Al-Manasik à prendre le vol de Turkish Airlines pour les lieux saints. Le point avec Adam Soumana et Chebou Guissou. C'est dans un cadre avec tout le confort requis que les candidates et candidats au Hajj 2017 inscrits à l'agence Al-Manasik ont été accueillis à l'aéroport international Diori Hamani avant de remplir les formalités leur permettant d'embarquer sur un vol régulier de Turkish Airlines, un Airbus A330-300 de la meilleure compagnie aérienne de l'Europe, affrété par Al-Manasik pour l'acheminement de plus de 300 pèlerins en Terre Sainte. Des pèlerins qui ne cachent pas leur joie, tout comme l'institution chargée de l'organisation du Hajj n'ayant pas tari d'éloges à l'endroit de l'agence Al-Manasik. Masha'Allah, shukran. Al-Manasik, jazakallahu khairan. Je suis vraiment content. D'ici même, dès que moi je ne suis même pas rentré dans l'avion, jazakallahu khairan. Al-Manasik, masha'Allah, shukran. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Al-Manasik. Avec Turkish, Al-Manasik répond présent pour transporter et convoyer les pèlerins de l'édition du Hajj 1438 correspondant à 2017. Al-Manasik, comme vous le savez, est une des grandes agences de convoyage des pèlerins nigériens. Une agence dont nous, en tant que commissaire Hajj, nous reconnaissons et dont nos partenaires saoudiens
nous ont fait aussi l'écho pour dire que c'est une agence vraiment qui répond aux aspirations, n'est-ce pas, conditionnelles, n'est-ce pas, de l'Arabie Saoudite. Abondant dans le même sens, le diplomate turc accrédité à Niamey n'a pas manqué de louer l'exemplarité des relations séculaires entre son pays et le Niger en général et entre Turkish Airlines et Al Manasik en particulier. Je suis très heureux de voir, parce que c'est un moment émotionnant d'envoyer les candidats pour le Hajj. Je viens d'entendre du directeur de Turkish Airlines que par les vols réguliers, ils vont transporter 700 candidats et en plus par l'intermédiaire bien sûr en coopération avec la société Al Manasik, avec ce vol charter, ils vont transporter aussi 290 candidats pour le Hajj. Bien sûr, cela montre la coopération entre les deux pays. Je suis très heureux, très content. Pour cette raison, je suis ici. Je me trouve ici pour démontrer mon soutien aussi à cette coopération. Très ému par la réussite de ce départ des pèlerins, le premier responsable de l'agence Al Manasik nous livre le programme de ces différents vols. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'assister à notre premier vol régulier avec la compagnie Turkish Airlines. C'est vrai, on a 3 vols avec cette compagnie. Comme vous l'avez constaté aujourd'hui, c'est le premier vol avec 300 passagers à bord. Et le deuxième et le troisième vol est prévu pour le 23 et le 25. Et pour le vol charter, Inch'Allah, demain, on a l'autre premier vol, le 12, et le deuxième vol, le 13, Inch'Allah. Donc je profite de l'occasion pour remercier le président de la République, chef de l'État, le premier chef du gouvernement, ainsi que le commissaire au Hajj. En particulier, le commissaire qui est là présent, qui s'est investi pleinement pour la réussite du Hajj de cette année. Et sans oublier aussi nos partenaires Turkish Airlines et Max Air, qui répondent toujours à nos demandes. Et donc nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala que le Hajj de cette année se passe dans de très bonnes conditions. C'était dans les environs de 15h30 que l'Airbus de Turkish Airlines, avec à son bord les pèlerins de Al Manasik, a pris les airs en direction de Médine pour le Hajj 2017. Avec l'agence Al Manasik, c'est le sérieux et le dynamisme pour un Hajj réussi. Le mandat des conseillers municipaux et régionaux est prorogé de 6 mois à l'exception de la ville de Niamey et de ses démembrements. La décision a été prise au dernier conseil des ministres tenu le 10 août. Les réactions ne se font pas attendre. Le président du modèle Maekata dénonce cette décision à travers ce reportage de Nasser Dantoufo et Halidou Bouraima. C'est conformément à l'ordonnance portant code général des collectivités modifié et complété par la loi numéro 2016-31 du 8 octobre 2016 que le gouvernement a décidé de renouveler la prorogation des mandats des élus des conseils municipaux et régionaux pour une durée de 6 mois à compter du 17 août prochain, excepté le conseil de ville de Niamey et ses démembrements, situation qui n'a pas laissé indifférents certains acteurs politiques. Les élections de proximité n'ont pas besoin d'un fichier électoral biométrique. Je regrette. Le fichier électoral biométrique, c'est les présidentielles et les législatives. Mais le local, là, c'est une affaire locale. Donc, si en train même aujourd'hui, demain matin, on peut décider d'organiser des élections locales et on demande à chaque commune d'élaborer elle-même son fichier. Que chaque parti soit représenté dans le comité qui va élaborer immédiatement un fichier. Et ils peuvent le faire en 2 semaines, ils ont fini de faire le fichier. Tout celui qui veut voter, je suis né, oui, je suis de tel village, c'est établi. Il y a les matrices des villages et les communes. C'est simple. Donc, chaque commune peut élaborer de commun accord avec toutes les parties prenantes un fichier tout de suite. Chacun des partis représentés de la commune valide. Si oui, nous sommes d'accord, c'est ça les électeurs. C'est fini, on passe au procès de vote. Pour Tahirou Gimba, les responsabilités sont partagées. Nous sommes tous co-responsables de la situation actuelle, de la dégradation de la situation sociopolitique actuelle. Et je pense que l'histoire nous jugera. Parce que je n'ai pas vu ce que nous avons laissé à nos enfants, à nos petits-enfants comme souvenir. Ceux qui nous ont précédés, les générations qui nous ont précédés, ont marqué de leur passage, ils ont laissé quelque chose. Mais nous, ce qu'on va laisser, c'est du désordre. Parce que la démocratie, c'est un couteau à double tranchant. Où vous jouez franchement le jeu, ça va vous amener jusqu'au bout et vous allez sortir grand. Ou vous jouez à la chauve-souris,
c'est un couteau à double tranchant. Il peut se retourner contre vous. Ainsi, à la place des conseils municipaux et régionaux, ce sont des délégations spéciales qui conduiront la destinée des 5 arrondissements communaux de la ville de Niamey. Le collectif des syndicats du secteur de la jeunesse et des sports menace d'aller en grève dans les jours à venir. Ce collectif a été face à la presse ce vendredi pour une fois de plus dénoncer la mauvaise gestion au ministère de la jeunesse et des sports. Le compte-rendu de Hassan Saleh Mustafa. Le torchon continue à brûler entre le ministre de la Jeunesse et des Sports et les syndicats des travailleurs de ce secteur. Ces derniers fustigent entre autres le dysfonctionnement du ministère. La déstructuration de l'administration. Je vous assure, je le répète encore, on n'a plus d'administration au ministère de la Jeunesse et des Sports. Ou une administration indivisionnaire, selon ses accointances avec les ministres, peut se lever, prendre son document et aller le faire signer par les ministres sans passer par la hiérarchie. Dans quel genre d'administration sommes-nous? Ou aller le trouver même à la maison pour signer le document. Parce qu'on sait très bien que si ça suit la voie légale, les dossiers n'ont aucune chance d'aboutir, peut-être parce qu'il ne remplit pas les critères ou il n'est pas bon. Non, on contourne les circuits administratifs et on va en faire directement, comme on dit. Est-ce que ça c'est une administration? Une administration où des structures ne fonctionnent pas. Et pour rappel, même les comités mis en place avant-hier, le comité pour la rédaction de la politique nationale des sports, celle de la gestion des infrastructures, etc., aucun de ces comités ne fonctionne aujourd'hui. Il n'existe que par leur nom. Et en réalité, même le ministère n'existe que par son nom. Parce qu'il n'y a rien de sérieux qui est en train de s'y faire. Ces syndicats expriment leur indignation aussi face à l'exclusion des agents. L'exclusion des agents, ça aussi maintenant c'est devenu monnaie courante. Dès qu'on pense que vous n'êtes pas de l'obédience, mais il y a une chose, il faut que ça soit clair. Nous sommes clairvoyants et nous savons distinguer les choses. Ça n'a rien à voir au niveau du ministère. Dans le cadre du travail, de l'exercice, il n'y a pas de politique. Non. Les postes techniques, il faut les laisser techniques. À partir du moment où on les a dénaturés, on ne peut pas avoir de résultats. Mais si un ministre vient au ministère de la Jeunesse et qui n'a pas de militants parmi les agents du ministère, mais ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas une raison de les stigmatiser. Pour dire que non, puisque vous n'êtes pas avec nous, moi je vais amener les gens qui sont avec moi de l'autre côté. Non. Cette sortie médiatique du collectif des syndicats du secteur de la jeunesse et des sports, la troisième du genre depuis l'arrivée de l'actuel ministre de la jeunesse et des sports, mais aussi c'est la dernière. Car le syndicat menace d'aller en grève prochainement pour, disent-ils, exiger l'amélioration de la gestion de ces ministères. Lancement ce matin à l'école primaire Aéroport 6 d'une opération de plantation d'arbres sous le thème Une école, un potager. Une initiative du syndicat national de contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base SINASEB en collaboration avec l'ONG Bontassi. Le reportage. Cette cérémonie marque le lancement d'une série de plantations d'arbres dans 4 écoles de l'arrondissement communal Niamey 4. C'est l'école Aéroport 6 qui a servi de cadre pour le lancement de cette initiative qui émane du syndicat national de contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base SINASEB avec la collaboration de l'ONG Bontassi pour doter les 4 écoles des arbres fruitiers afin de permettre aux élèves et enseignants de bénéficier de ces bienfaits. Nous allons les entretenir avec les élèves de l'école pour que ça puisse donner et que ça soit un souvenir pour la communauté. Et dans l'école là, nous avions planté 10. Donc il reste 3 écoles là où aussi nous allons encore planter 10 arbres. Et c'est des arbres fruitiers. La directrice de l'école Aéroport 6, très réjouie, a tenu à rassurer le SINASEB quant à l'entretien de ces arbres. L'arbre, vraiment, c'est la vie. Et celui qui a planté un arbre n'a pas vécu vraiment inutile. Je tiens vraiment à le rassurer que ces arbres-là, Inch'Allah, seront bien entretenus.
Parce que c'est ça, il ne suffit pas seulement de planter, mais c'est surtout l'entretien. Donc vraiment, je les remercie très sincèrement, tous mes remerciements, toutes mes reconnaissances. Parce que le fait de choisir ces 4 écoles-là qu'ils ont choisies, mais ils ont fait le lancement ici au niveau de l'école Aïpora. Et surtout que ce sont des arbres fruités. Si ces arbres-là poussent, vraiment, l'intérêt, ce n'est pas pour les SINASEP, mais c'est les écoles qui vont en profiter. Cette plantation d'arbres a eu lieu en présence des élèves, des enseignants et des parents d'élèves de l'école Aéroport 6. Fin hier après-midi au palais de congrès du Forum international des jeunes qui s'est tenu sous le thème mise en œuvre de la résolution 2250-2015 sur les jeunes, la paix et la sécurité en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Ce forum qui a duré 2 jours a vu la participation de plus d'une vingtaine de pays africains. Le compte rendu de Abdul Razak Hamidou et Ibrahim Abdou. Démarré le 9 août à Niamey, le Forum international des jeunes, la 3e édition, sur le thème mise en œuvre de la résolution 2250-2015 sur les jeunes, la paix et la sécurité en Afrique de l'Ouest et au Sahel, a pris fin sur une note de satisfaction avec des recommandations fortes. Former les jeunes à s'approprier de la résolution 2250 et communiquer plus sur la résolution. Cette recommandation a été faite de manière générale à l'ensemble des CNJ. La réévaluation des stages professionnels, la révision de la politique fiscale, la mise en place des fonds de financement des initiatives jeunes, une mise en place d'une politique efficace d'insertion de jeunes par le biais des programmes de formation, favoriser l'entrepreneuriat des jeunes par les jeunes, une sensibilisation aux bonnes pratiques et audit des processus de recrutement, la collaboration entre les entreprises et les institutions de formation, favoriser le partage d'expériences pour la création de start-up. Inculquer l'esprit d'entrepreneuriat au sein de la culture jeune. Mieux former les leaders d'opinion en les élevant au rang d'ambassadeurs de la paix de manière à ce qu'ils puissent impacter efficacement leur entourage. Créer les conditions de saine occupation de la jeunesse urbaine et surtout rurale en les motivant, en les finançant, en les encadrant dans la mise en œuvre de projets aussi bien individuels et ou communautaires, qui sont des activités génératrices de revenus. Inciter à l'entrepreneuriat jeune en pratiquant l'abattement des taxes sur les entreprises portées par des jeunes. Insister sur la responsabilité des médias à promouvoir la paix dans les périodes de conflit en respectant l'éthique et la déontologie. Faire la promotion par les organisations des jeunes de l'utilisation responsable des réseaux sociaux. Que les gouvernements et les partenaires soient plus enclins à soutenir les initiatives des organisations des jeunes visant à promouvoir la paix et la cohésion sociale. Une plus grande vulgarisation et l'appropriation par les leaders de jeunes des mécanismes traditionnels de gestion de conflits. Enfin, une implication des leaders des jeunes locaux dans la gestion des conflits locaux. Ainsi, durant 2 jours, les participants à ce forum ont traité des thèmes riches et variés, notamment l'immigration irrégulière et lutte contre l'extrémisme violent, la problématique paix et sécurité au Sahel, entre autres. Au regard des thèmes abordés, vous avez formulé des recommandations qui viennent d'être présentées. Les recommandations formulées nous engagent au niveau de nos États respectifs à créer les conditions de leur mise en œuvre. Elle vous engage également à prendre les dispositions pour leur réalisation. Mon département ministériel a pour une meilleure efficacité créé un cadre d'expression des jeunes par l'adoption des textes du Conseil national de la jeunesse au Niger à travers un décret pris en Conseil des ministres en 2015 ainsi que de son arrêté d'application. La principale concernée, la jeunesse africaine, elle est plus que jamais consciente de son rôle. C'est de mettre les jeunes en face de leurs responsabilités, mais aussi les autorités en face de leurs responsabilités, qui prennent des engagements, qui promettent vents et marées à la jeunesse pendant les périodes électorales. Le rôle de nos institutions, c'est de les rappeler ces engagements. Tous ces jeunes qui meurent dans la Méditerranée ou dans le Sahara est dû au fait que des conditions idoines ne sont pas créées dans leur pays de départ. Des barbelés ou des murs en béton ne vont pas empêcher les jeunes de migrer. Mais la meilleure des solutions pour nous, c'est de créer les conditions d'employabilité, d'accompagnement et de redonner espoir
à cette jeunesse africaine qui en a tant besoin. Il faut rappeler que ce forum a été organisé par le Bureau régional Afrique de l'Ouest de l'Union panafricaine de la jeunesse en collaboration avec le Conseil national de la jeunesse du Niger et se tient 48 heures avant la célébration de la journée mondiale des jeunes. Jeunesse et engagement politique, c'est le thème d'une conférence organisée par l'organisation des jeunes Lumana du Karagé cet après-midi. C'est le président régional du parti, Soumana Sanda, qui a prononcé le mot d'ouverture. Le compte-rendu de Ismaël Moumouni et Sadou Toumi. Former ces jeunes en vue de redoubler d'ardeur dans leur engagement au profit du parti, c'est ce qui a drainé ces militants du Modem Afar Lumana à cette conférence initiée par l'organisation des jeunes Lumana de Karagé sous le thème Jeunesse et engagement politique. Le programme du parti traduit la volonté et l'engagement de son Excellence Hamamadou à valoriser la femme et la jeunesse nigérienne. Pour son Excellence Hamamadou, la jeunesse nigérienne doit apprendre les valeurs de la citoyenneté, dont entre autres le sens de l'intérêt général, le respect de la loi, l'amour de la République, la loyauté envers la nation et également d'enseigner aux jeunes les vertus du dialogue, de la tolérance et de l'autocritique, indispensables à une démocratie apaisée et constructive. Car, pour lui, un parti sans une jeunesse outillée et responsable est un parti sans lendemain. Et seule une éducation à la base permet de conjurer les avatars politiques, économiques et sociaux inhérents à toute démocratie naissante. C'est pourquoi vous me permettez de dire solennellement, au nom de la jeunesse Lumana, que nous sommes fiers d'appartenir au moderne FA Lumana Africa et d'avoir un président comme son Excellence Hamamadou. Ce panel est une occasion aussi de nous donner la possibilité aux jeunes de discuter en profondeur avec les responsables politiques sur le thème jeunesse et engagement politique. C'est dire toute l'importance de cette initiative pour la formation et l'encadrement de la jeunesse Lumana et le progrès du parti. Le président régional du parti a tenu à féliciter ces jeunes pour cette conférence qui vient à point nommé. Car c'est tenant au moment où notre parti, le moderne FA Lumana Africa et le FRDDR, constituent la seule alternative crédible après 6 ans et demi de destruction du tissu social et économique, du cadre démocratique et de la souveraineté nationale, en un mot, de la destruction de toutes les valeurs si chères à nos concitoyens par un régime dictatorial, personnel et prédateur. Jeunesse Lumana, brave chevalier de temps moderne, votre arme la plus redoutable reste et demeure votre engagement qui vous met à l'abri de toutes sortes de tentations, de peur, de résignation ou de compromission. Et c'est pour mieux le traduire dans une dynamique de résistance contre l'oppression qui s'amplifie et s'exerce de manière implacable sur les opposants politiques, les acteurs de la société civile, les journalistes, les élèves et étudiants, les contractuels de l'éducation, bref, sur tous ceux qui refusent l'inféodation dans un cadre de pensée unique que vous organisez cette rencontre. Je demande donc à toutes et à tous de suivre attentivement les différentes thématiques qui seront animées par des éminents cadres de notre parti. Cette formation destinée aux jeunes du Modem Afar Lumana du quartier Karagé entre dans le cadre de la mission du parti. Identifier les activités du programme d'investissement additionnel dans le cadre du mécanisme de réponse immédiate, tel est l'objectif de la mission du ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes dans la région du Tawa, initiée par le PGRCDU. Le point de la mission dans ce journal.
Cette série de visites du ministre de l'Action humanitaire et de gestion des catastrophes, accompagnée par les autorités administratives et coutumières de la région de Tawa, initiée par le projet de gestion des risques des catastrophes et du développement urbain, a pour objectif l'identification des activités du programme d'investissement additionnel dans le cadre du mécanisme de réponse immédiate. L'agrément chargé de confection de 320 charrettes à Zine et 320 houes à Ta constitue la première étape de cette visite. La mare historique de Babaye, qui sera aménagée par le projet PGRC2U, constitue la deuxième étape. Dernière étape, le circuit de l'eau de ruissellement dans la ville de Tawa. À la fin de cette visite, le ministre a convoqué une réunion de synthèse avec les cadres techniques, le gouverneur, les maires de la zone d'intervention du projet et l'équipe du projet de gestion des risques des catastrophes et du développement urbain. Au cours de cette rencontre, le ministre s'est appesanti sur les processus du mécanisme de réponse immédiate en général, en illustrant avec le cas de Tawa et la région d'Agadez. Ce mécanisme de réponse immédiate, c'est un programme d'urgence, comme son nom l'indique, donc il a une durée de vie plus courte que celle des programmes et projets que vous connaissez. Sa durée de vie, c'est 10 mois. Donc toutes les activités qui ne peuvent pas être faites, démarrer et clôturer dans les 10 mois, on ne peut pas les mettre dans le cadre de ce MRI-là. Et donc, du 23 mars 2017 au 23 mars 2018, nous devrons clôturer le budget que nous avons reçu, qui est équivalent pour les deux régions à 8 milliards 027 millions à peu près, dont à peu près 5 milliards pour la région d'Agadez et à peu près 3 milliards pour la région de Tawa. À cela vient s'ajouter une autre possibilité. Une autre possibilité, c'est un fonds additionnel équivalent à peu près 6 500 000 $, équivalent à peu près à 3 milliards 9. Ce fonds additionnel pour les deux régions également va permettre de faire d'autres activités. Lui, il ne rentre pas obligatoirement dans la durée de 10 mois. Donc les activités qui sont retenues, qui peuvent dépasser 10 mois, qui seront sélectionnées par vous, les régionaux, sous la responsabilité du gouverneur, ces financements-là peuvent dépasser donc les 6 mois. Et dans ce cadre-là, nous allons voir ensemble également, en deuxième partie, qu'est-ce que vous avez tout de suite et maintenant comme idée de projet qu'on pourra retenir. Le coordinateur du projet PGRC2U a apporté un complément d'information sur les activités réalisées et le projet en cours de réalisation, mais aussi l'éclaircissement sur le fonds additionnel avant la date de clôture du MRI. Cette mission a pour objectif, n'est-ce pas, de reprogrammer le fonds additionnel qui a été mobilisé par, en fait, disons, le PGRC à travers, en tout cas, sous sollicitation, bien sûr, du gouvernement de la République du Niger, donc par, en fait, un fonds qui a été octroyé par la banque à hauteur de 6,5 millions de $, autour de 3 milliards 900 millions de francs CFA. Mais ces 3 milliards 900 millions de francs CFA doivent être répartis entre les régions d'Agadez et de Tawa. Donc la répartition, bon, moi je ne fais pas la répartition, je pense que monsieur le ministre est là pour en tout cas donner une clé de répartition, s'il y a une clé de répartition à faire, mais ces activités doivent venir compléter le cap qui n'a pas été pris en charge, n'est-ce pas, suite en fait, disons, à la programmation qui a été faite au niveau de la région de Tawa. Donc on a 3 milliards 900 millions, mais les 3 milliards 900 millions, il faut le rappeler, c'est en fait un fonds qui devait servir à un appui pour la région, pas pour, en fait, disons, la ville de Tawa. Pour la région de Tawa. Le ministère de l'Action humanitaire, en synergie avec le projet PGRC2U, s'engage dans la quête de solutions aux localités à risque ou touchées par les inondations, en faveur de l'amélioration des conditions de vie des populations nigériennes de la zone d'intervention du projet. Voilà, mesdames, messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.